Assalamu alaikum. Bienvenue dans votre émission Expression Directe sur SDTV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. El Hadj Demba Diop, qui est expert en communication institutionnelle, travaillant dans le secteur de l'enseignement supérieur. M. Demba, bonjour. Bonjour Demba. Ok. À ma droite, nous avons M. Muntaga Fadiga, qui est le porte-parole adjoint chargé de communication et des relations avec la presse de la COJER départementale de Dagana, coordonnateur en même temps du mouvement Force Nouvelle. Monsieur Fadiga, bonjour. Bonjour Demba. Alors, tey ñu war a waxtaanee questions diverses, jeunesse et politique, Macky Sall et ses projets, le dialogue national, le frein, pourquoi, la facture de l'électricité, pourquoi le gouvernement a décidé de rehausser le prix de l'électricité. Et en même temps, nous allons parler de l'épidémie de coronavirus qui fait ravage là-bas en Chine, avec le blocage de nos étudiants qui vivent dans la peur. Mais également, nous parlerons des rapports de la Cour des comptes, de l'IGE et également de l'OFNAC. Pourquoi certains dossiers tardent à être transmis auprès de la justice pour que justice soit faite. Nous parlons également de l'évolution des mouvements citoyens au Sénégal qui sont porteurs de combat, et aussi la sécurité et la menace des bandes armées en Afrique. Le cas du Mali, du Burkina Faso et tant d'autres pays de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest plutôt. Mais toujours, nous allons parler de la situation politique en Guinée qui est préoccupante. Les droits de l'homme à la croisée des chemins, la volonté populaire qui est esquivée. Alors, Monsieur Pape Demba Diop, aujourd'hui nous sommes en Afrique, mais nous avons une jeunesse aujourd'hui qui se dit engagée, qui est contre également la perception, ou bien la conception du pouvoir de certains dirigeants africains. Quelle est, à votre avis, la mission principale de la politique? Je vous remercie de l'invitation dont vous m'avez fait montre. Je salue mon vis-à-vis, M. Muntaga Fadiga. Quand il s'agit de parler politique, vous savez, dans sa définition la plus simple, on dit que c'est l'art de gérer la cité. Mais moi, personnellement, la conception et la conviction que j'ai de l'engagement politique, on va dire, c'est tout simplement que quand on a une opinion, on fait de la politique. Moi, dans ma vie, j'ai jamais pensé à faire de la politique. J'ai jamais pensé à m'engager dans la politique, mais je me considère comme étant un acteur politique dorénavant, au jour où je vous parle, pour la bonne et simple raison que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je me rends compte qu'il y a certaines choses qui méritaient d'être critiquées. Certaines décisions venant d'en haut, c'est-à-dire de nos dirigeants, qui faisaient que ma situation personnelle n'avançait pas, que la situation de la communauté dans laquelle je vivais ne m'arrangeait pas. Et je tiens encore une fois à le rappeler, je ne suis membre d'aucun parti politique, je ne suis membre d'aucun mouvement politique. Je suis tout simplement un citoyen engagé. On peut dire que je fais partie de la société civile, bien que je ne me retrouve pas dans cette société civile, j'ai mes raisons personnelles, mais je pense qu'aujourd'hui, si la jeunesse a une perception négative de la politique, si je me souviens un peu de votre question, c'est tout simplement parce que on voit que la politique est devenue de nos jours un ascenseur social. Pour la bonne et simple raison que quoi, on fait la politique du nombre. On essaie d'avoir un maximum de gens tout autour de nous et ces gens-là profitent de certaines richesses au détriment d'une certaine minorité ou bien d'une certaine majorité qui n'est pas d'accord avec le mouvement de ces gens-là. Et ces gens qui s'accaparent ces ressources-là ne pensent pas qu'au bas peuple, il y a des souffrances. Par exemple, moi, parfois, j'engage des périples. Je suis quelqu'un qui aime très bien la marche. J'aime très bien marcher pour aller au contact des populations. Vous allez dans la banlieue, vous dites que Dakar est la capitale du Sénégal, presque la majeure partie de la population du Sénégal vit à Dakar. Vous voyez qu'il y a certaines atrocités dans la banlieue, des personnes qui vivent dans des conditions précaires, alors que nous sommes en 2020. C'est inacceptable à mon avis. Vous voyez que par exemple, dans un autre but, par exemple, je vais à Niag, près de Lac Rose, je vois qu'il y a des abris provisoires. Je me dis que pour moi qui ai eu la chance d'être dans de bonnes écoles, d'avoir été dans de bonnes écoles, d'avoir bénéficié d'une bonne scolarité et de bonnes études supérieures, que ces gens-là sont condamnés à rester dans ce cercle-là et il n'y a pas de perspective d'avoir une bonne éducation et une bonne formation professionnelle qui leur permettrait d'engager plus tard le monde de l'emploi ou de l'entrepreneuriat. Vous voyez qu'au niveau de la santé, vous y allez, il y a des gens qui ne parviennent pas à bénéficier des soins d'urgence dans les hôpitaux du fait du manque de moyens, n'est-ce pas? Dans la justice, vous voyez que des personnes ne peuvent pas tout simplement avoir un avocat pour pouvoir plaider leur dossier du fait que ce sont des personnes qui sont dans la précarité. La somme de toutes ces choses-là fait que
Bon, en tant que citoyen, si vous aimez votre pays, parce que moi je le revendique encore une fois, je suis sénégalais à chaque centimètre de ma peau, je n'ai pas une double nationalité, donc je me dis que porter la voix des sans-voix, c'est une obligation personnelle pour moi, c'est un engagement que tout citoyen doit avoir. Dans notre religion, on nous dit que bon, voilà, avoir l'estime de sa patrie fait partie de cette forme de dévotion en Dieu. Donc je pense que c'est un moyen de dévotion à Dieu. Aujourd'hui, encore une fois, on voit qu'il y a l'émergence de jeunes activistes, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau du terrain, qui s'engagent et qui le font de gaieté de cœur. Maintenant, une fois qu'il y a des combats qui sont engagés, qu'il y a des victoires, qu'il y a des acquis et que les choses changent et qu'ils sont au centre de prise de décision, parfois on voit un changement de personnalité, on voit un changement de mentalité. Je pense qu'on en reparlera au fil de ces dialogues. D'accord, ok, Pape Demba. J'en viens à Pape Muntaga Fadiga, qui est d'ailleurs le porte-parole adjoint chargé de communication et des relations avec la presse de la COJER départementale de Dagana. Monsieur Fadiga, d'après Pape Demba, la politique devrait nous amener à changer la situation économique, sociale des Sénégalais, mais ça ne devait pas être le contraire. Mais aujourd'hui, d'après un constat qu'on a fait, en tout cas pour la plupart des Sénégalais, la politique est au moins d'enrichissement, de manière rapide, je ne dirais pas illicite, mais au moins d'enrichissement. Est-ce que cette politique qui devrait être la bonne politique de développement, est-ce que c'est la bonne à votre avis? Voilà, déjà, bonjour à vous, M. Demba Diop. Je salue de passage notre invité aussi. Je pense que c'est tout à fait un plaisir de partager le plateau avec lui. Et quand on nous parle de politique de jeunesse, politique et engagement, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que la politique est conçue aujourd'hui par les jeunes juste pour pouvoir avoir un moyen et faire de la politique un tremplin vers la réussite. Être jeune et engagé peut parfois s'avérer un défi de tous les jours, de par le manque de maturité, le manque de recul, le manque d'ambition, mais aussi le manque d'expérience. Et la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'avoir une jeunesse consciente et une jeunesse engagée. Une jeunesse qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut. C'est le message que nous voulons porter, c'est le message que nous voulons lancer à tous les jeunes qui sont prêts. Et je pense que être engagé en politique, c'est juste un acte citoyen. Et de par les idées, de par les projets qu'on pourrait avoir pour sa propre ville. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que faire de la politique par rapport aux jeunes, c'est juste pour changer de situation sociale et de faire de la politique un tremplin vers la réussite. Je me dis qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes engagés, nous sommes des fils de ce pays. Il est de notre devoir de nous engager en politique. Et est-ce que nous allons le faire en nous engageant et en étant derrière quelqu'un, en étant derrière un homme politique ou pas? Je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir des opinions claires, d'avoir une vision éclairée et de pouvoir poser des actes solides allant dans le sens de renforcer et d'améliorer le quotidien des Sénégalais, qu'on puisse être jeune ou pas, et c'est ma perception des choses. Maintenant, le choix de faire la politique est un choix très difficile. La politique n'est pas un métier, n'est pas du tout un travail, mais c'est une passion. C'est une passion qu'on fait avec énormément de difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la situation du pays, les jeunes doivent être conscients à essayer de rehausser la vie et le quotidien du Sénégalais qui est assez difficile dans ces mois et ces années qui viendront. Donc c'est à nous de nous préparer à cela, de faire le nécessaire, d'avoir une jeunesse encore engagée, avertie et qui ne va pas verser dans les oppositions par principe et purement politiciennes. Je pense que c'est mon opinion par rapport à ça. Ok, merci. Mais Pape El Hadji Demba, aujourd'hui, on dit que la politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Est-ce que ces cités, vous avez l'impression qu'elle est bien gérée par nos leaders? Il y a beaucoup à dire. Essayer de les énumérer, il y a la mer à boire. Mais moi, je me dis que déjà, dans la cité, c'est quoi? C'est constitué d'hommes, femmes et d'enfants. Donc il faut qu'il y ait cette expression et cette jouissance des libertés individuelles et collectives. Aujourd'hui, si on devrait faire par rapport à plusieurs secteurs, moi je vais me limiter, pour ne pas trop abuser du temps, je vais un peu parler des libertés individuelles et collectives. Aujourd'hui, si on parle du Sénégal, dans notre constitution, on a le droit de faire des revendications, on a le droit de faire de la marche, on a le droit de porter tout simplement ces problèmes sous la forme d'une marche, n'est-ce pas? Qu'elle soit autorisée. Déjà, je pense que la Constitution dit que toutes les marches doivent être autorisées. Ça, c'est un fait, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on appelle l'autorisation préfectorale, c'est tout simplement un avis qu'on donne au préfet pour avoir cet encadrement-là. Maintenant, si on voit qu'il y a des marches qui sont refusées, on est
dans le droit de se poser la question à savoir qu'est-ce qui se passe. Comme on le dit en Afrique centrale, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'on se pose cette question-là. Pourquoi certaines marches sont refusées? Pourquoi certaines personnes jouissent de plus de leurs libertés individuelles ou bien qu'un groupe puisse bénéficier, jouir totalement de ses libertés collectives au détriment d'un groupe, d'une minorité? Pourquoi telle personne, parce qu'il a un engagement fort, que l'on lui prive de certains de ses droits que la Constitution lui confère? C'est cette inégalité-là ou bien qu'il va falloir équilibrer un tout petit peu. Est-ce que vous voyez? Par exemple, on en reviendra, je pense, par rapport au thème. Hein. Oui, quand on avancera un peu plus dans le débat. Par exemple, moi, ce que je ne veux pas voir dans un pays, c'est les 2 poids 2 mesures. Tous les citoyens, tous les hommes déjà, naissent égaux devant la loi, n'est-ce pas? Maintenant, dans le traitement, est-ce que tout le monde est traité à part égale? La question revient. On se pose la question. Moi, je trouve qu'il y a une inégalité au Sénégal. Pour la bonne et simple raison que, par exemple, si je prends le cas, par exemple, je vais empiéter sur le thème Guy Marius Sagna. Bah, mais pourquoi on le retient, par exemple, en prison? Hier, sa demande de liberté provisoire a été rejetée pour la bonne et simple raison qu'on dit qu'il y a un risque de réitération, trouble à l'ordre public et que la troisième raison, je l'ignore, je l'ai un peu oublié, mais réitération. Parce que c'est un activiste, n'est-ce pas? C'est un activiste qui porte des doléances des Sénégalais. Et moi, je vous dis encore une fois, c'est une forme d'expression. Le monsieur n'osera jamais, je pense, sauter les grilles du palais pour aller trouver le président. C'est ce qu'il avait dit en tout cas. Qu'il n'allait pas le faire, n'est-ce pas? Qu'on l'encadre, qu'il se mette devant le palais. J'aurais bien aimé. Je l'ai même écrit sur Twitter où je suis très actif, n'est-ce pas? J'aurais bien aimé que M. Macky Sall, est-ce qu'il était même ce jour-là au palais? Je ne sais pas puisqu'il est toujours à Mermoz. Le palais ne lui sert que de bureau, comme il le dit. S'il était là-bas ce jour-là, Guy Marius Sagna avec ses compagnons devant le palais de la République en train de revendiquer sur la hausse du prix de l'électricité. Monsieur le président de la République, Macky Sall, va sortir devant les grilles du palais, lui ouvrir le palais, lui dire « Viens, je te reçois, je t'écoute. Je t'écoute et je te donne mes raisons pour laquelle le prix de l'électricité a été augmenté. » Ça aurait été une grande victoire pour M. Macky Sall en termes de liberté. Imaginons un peu cela. Mais après, quand je l'ai écrit sur Twitter, j'ai dit « Oups, je suis en train de rêver. I have a dream. » C'était ça mon dream. Exactement. Voilà. Vous l'avez lu. C'était ça. Et on m'avait même conté que le président Senghor laissait des personnes manifester jusque devant le palais. Il se mettait au balcon, leur tendait la main en signe de salut, je vous ai vu, je vous ai entendu. Vous allez aux États-Unis, peut-être que la Maison-Blanche, on ne peut pas y accéder comme ça, mais à quelques dizaines de mètres, vous voyez des manifestants qui se mettent là-bas et qui manifestent. Je pense que Guy Marius Sagna n'a pas intérêt à violer l'enceinte du palais, n'avait pas intérêt à le faire en tant qu'intellectuel qu'il est. N'est-ce pas? Un activiste, c'est quelqu'un qui cherche la confrontation, mais il ne cherche pas la confrontation de corps à corps. C'est quelqu'un qui cherche la confrontation dans les idées. S'il est convaincu d'un bien fondé, d'une logique, l'activiste, il se donne corps et âme. S'il n'est pas convaincu par cela, il ne portera pas le combat. Je pense que là, M. Macky Sall a vraiment raté une grande occasion de vraiment marquer un coup par rapport aux libertés individuelles au Sénégal. Muntara Fadiga, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que le Sénégal est une grande démocratie à l'image des autres démocraties du monde entier? Tout à fait, nul de là-dessus. Je pense que je ne suis pas du tout d'avis avec l'opinion qu'a donnée notre cher invité. Parce que quand on nous parle du cas de Guy Marius Sagna, je pense, comme il a dit, un activiste, c'est un combat des idées. Surtout. Mais je pense que Guy Marius Sagna, avec le fait qu'il a voulu marcher sur le palais avec une certaine violence verbale, je ne vois pas de quelle manière le président Macky Sall pourrait sortir et accepter de le recevoir dans son palais et lui donner les raisons sur la hausse du prix de l'électricité. Et je pense qu'il y a d'autres personnes habilitées à donner les raisons, quels sont les tenants et les aboutissants concernant le prix de la hausse de l'électricité. Maintenant, pour en venir au... Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été expliqué aux Sénégalais? Expliqué. Il y a juste eu trop de manipulation et de désinformation autour du sujet. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais pour en revenir à Guy Marius Sagna, je pense que, comme vous avez posé la question tout à l'heure par rapport à la démocratie sénégalaise, nous avons une démocratie très solide et qui a fait un grand pas de géant en avant en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous ne pouvons pas dire qu'il y a problème concernant les libertés d'expression et les libertés d'opinion. Nous sommes confrontés à un pays où un Sénégalais peut se permettre d'aller sur Facebook, d'insulter le président, d'insulter une tierce personne sans pour autant être inquiété. Donc je pense qu'en ce sens, nous ne pouvons pas parler de la restriction des libertés d'expression et de liberté d'opinion. Maintenant, le fait, est-ce que Guy Marius Sagna a été amené en prison arbitrairement?
qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il a voulu marcher sur le palais. Aujourd'hui, vu où en est le pays, nous ne pouvons pas permettre que les gens puissent organiser des manifestations. Mais lui, il n'était pas seul en marchant. Il était avec le professeur, le professeur Diop, qui est Babacar Diop plutôt, qui est professeur à l'université, mais qui a été libéré plus tard, parce qu'il y avait pression des étudiants sur le régime. Quand vous expliquez ça, pourtant il était arrêté pour le même jour, pour les mêmes circonstances, et il est libre aujourd'hui. Il vague à ses préoccupations, mais Guy est toujours en prison, surtout en haute sécurité. Là, je ne peux pas parler d'une certaine pression venant de la part des étudiants. Comme vous l'appelez alors? Le professeur Diop, déjà, non seulement il était souffrant, et les conditions n'étaient pas du tout réunies pour qu'on puisse le maintenir en prison, raison pour laquelle, par la suite, il a été libéré. Mais Guy Marius Sagna, il a été beaucoup plus violent verbalement. Je pense que le fait d'aller s'agripper sur les grilles du palais pour pouvoir parler au président tout en sachant que cela demeure chose impossible, et il lui vaut aujourd'hui son incarcération, et je pense que nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait une quelconque trouble à l'ordre public par rapport à des choses qui ne sont d'aucune utilité par rapport au quotidien du Sénégalais en fait. C'est dû à la hausse du prix de l'électricité. Les raisons sont bien définies par rapport à cette hausse. Il fallait juste essayer de voir et discuter avec les personnes habilitées et leur demander de leur donner les raisons nécessaires, quels sont les tenants et les aboutissants, et qu'est-ce qui est dû à une réelle hausse du prix de l'électricité. Donc je pense qu'en fonction de ça, nous ne pouvons pas parler d'un recul quelconque de la démocratie. Bien au contraire, avec le président Macky Sall, nous sommes en train de vivre pleinement la démocratie, et nous sommes toujours dans le pays de la Teranga. D'accord. Si je peux me permettre de rebondir, hein, en fait, on dit que le président de la République, c'est le père de la nation. En tant que bon père, quand il y a un enfant qui n'est pas sur le droit chemin, on l'appelle pour le raisonner. À plus forte raison si cette personne est une personne responsable. Guy Marius Sagna est une personne dotée d'une grande responsabilité, qui porte la voix des sans-voix. Par exemple, s'il y a une hausse du prix de l'électricité, c'est parce que le Sénégal, ou bien la majorité des Sénégalais vivent sous le seuil de pauvreté. Qui n'a pas vu sa facture d'électricité exploser? Qui ne l'a pas vu? Peut-être lui, hein. Ça, c'est pas moi qui le dis parce que j'ai pas vu sa facture. Hein. Moi, je vois des personnes qui ont quitté d'une facture d'une dizaine de mille à des centaines de mille. Parfois, ça a été multiplié au centuple même. On en voit pour les pharmacies. Mais par exemple, juste encore pour en revenir là-bas, quand on parle un tout petit peu, quand on dit qu'on peut se permettre d'insulter même le président sur les réseaux sociaux, Hassan Diouf l'a fait depuis les États-Unis. On a vu comment il a été déporté dans son pays, alors qu'il a même la nationalité américaine. Comment il a été déporté dans son pays. Quand il a parlé des chefs religieux, comment il a été maltraité. Est-ce qu'il a eu à bénéficier d'une protection de la part de l'État? Tout simplement parce que c'est une personne qui portait son expression. On parle de liberté d'expression, d'accord, mais avant la liberté d'expression, il y a la liberté d'opinion. Avec le régime de Macky Sall, moi je sens qu'il y a tout simplement un manque dans le culte de la contradiction. Et vous en savez quelque chose. Sur les réseaux sociaux, vous postez quelque chose qui va à l'encontre des intérêts, par exemple, des souteneurs ou bien des affidés de Macky Sall, mais vous voyez que comment vous êtes traité, parfois vous êtes insulté par des personnes qui ont même l'âge de vos papas ou de vos mamans. Mais vous avez raison garder, vous vous dites que non, là on a beaucoup plus de liberté d'expression, mais alors que même dans le digital, vous vous faites attaquer. Combien de fois mon compte a été signalé sur Twitter? Combien de fois j'ai reçu des menaces sur Twitter? Mais j'en passe. Parce que je suis tout simplement un citoyen qui est engagé. Quand je vois un fait qui va à l'encontre de la démocratie au Sénégal, moi, je me pose comme étant un défenseur. Je ne suis pas sur le terrain tout le temps, mais je vois, par exemple, Guy Marius Sagna a été accompagné d'un ami qui a été le premier à être libéré. Et j'en profite pour lui rendre hommage, Souleymane Jim. Il a été le premier à être libéré. Mais pourquoi Guy Marius Sagna reste là-bas et sous haute sécurité? Vous l'avez même bien dit. Bon, le prétexte, il dit que Dr Babacar Diop était un peu souffrant. Est-ce que l'ami que vous venez de citer, votre ami, est-ce que lui, il était souffrant? Il n'était pas souffrant, c'est un étudiant. C'est un étudiant, imaginez, c'est un Sénégalais qui est né au Congo et qui est rentré au Sénégal, qui fait ses études ici et qui a la nationalité sénégalaise, mais qui s'est engagé pour restaurer ou tout simplement pour défendre la démocratie sénégalaise et qui est dans les mouvements citoyens et qui n'est affilié à aucun parti politique. Mais il a été le premier à être libéré. Donc vous trouvez les droits, les libertés publiques au Sénégal piétinés? Piétinés, que ce soit pour Guy Marius Sagna ou bien pour d'autres. Hein. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Vous voyez par exemple le fils ou la fille d'un pauvre monsieur qui est là, qui n'a pas les droits de se payer, les moyens de se payer plutôt un avocat, mais qu'on retrouve tout simplement qui est toujours là sous les liens de la détention et qui ne parvient pas tout simplement à ce que son dossier soit plaidé devant le juge. Moi, c'est ces deux poids deux mesures là que je ne supporte pas en fait. Est-ce que Fadiga, ces deux poids deux mesures, vous constatez également, vous faites le même constat que lui, est-ce qu'il y a deux poids deux mesures ici au Sénégal? Est-ce que la justice, nous avons une justice juste?
Absolument, je suis d'accord avec lui par rapport à certains points. Le cas d'Assane Diouf, qui passait tout son temps à insulter, il ne se limitait plus à insulter le président de la République et les institutions sénégalaises, mais il allait même jusqu'à insulter les chefs religieux. Et je pense que le gouvernement a très bien même fait d'aller l'expatrier, de le ramener au Sénégal, de remettre de l'ordre dans tout ce qu'il faisait. Je pense que maintenant il est libre et il n'ose plus insulter une quelconque personne. Et je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs. Maintenant, pour en revenir par rapport aux droits et libertés, et je suis parfaitement d'accord quand il dit que quand on défend une personne, on doit la défendre par rapport à la force de l'opinion, par rapport à la force des idées. C'est un point commun que je partage avec mon ami. Je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a parfois deux poids, deux mesures. Je ne peux pas concevoir, encore moins comprendre, un certain Demba va voler un poulet et il est incarcéré, il ne se présente pas devant la justice, il reste en prison pendant des années. Et quelqu'un qui prend nos milliards, nos centaines de milliards, il est là, l'air libre, il se la coule douce, il n'est pas du tout inquiété. Et je pense que par rapport à la justice sénégalaise, il reste à apporter des améliorations. Il reste à faire des choses nécessaires pour que ce deux poids, deux mesures puissent être bannis et que nous revenions à une justice beaucoup plus équitable qui sera au service de tous les Sénégalais et une justice beaucoup plus inclusive par rapport aux différents Sénégalais. Ok, avec cette justice, nous allons parler maintenant de cette question judiciaire au Sénégal. Parce qu'on a reçu il y a à peine 2 ou 3 semaines les rapports de la Cour des comptes. Bon, c'est juste une semaine, non? Le rapport de la Cour des comptes a été remis au président de la République. Et avant ces rapports, il y a eu les rapports de l'IGE, de l'OFNAC et tant d'autres corps de contrôle de l'État. Mais aujourd'hui, le constat qu'on fait ici au Sénégal, ces rapports ne sont que de simples documents qui sont transmis au président, mais pas transmis à la justice. Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qui bloque ces rapports? Vous avez bien fait de dire qu'il y a la décision du président de la République à vouloir tout simplement créer une commission, n'est-ce pas? Moi, je mets de côté l'OFNAC, je mets de côté l'IGE, je parle de la Cour des comptes. Pour ne pas me tromper, je vais vous lire une loi organique numéro 2012-23 du 27 décembre 2012, dans son article 32 qui cite « La Cour siégeant en matière de discipline financière, c'est-à-dire la Cour des comptes, a compétence pour sanctionner les faits présumés constitutifs de faute de gestion et prononcer des amendes dans les cas prévus par la présente loi organique. » Je pense que là, tout est dit. Il n'y a pas besoin de créer une commission. La commission, elle n'a pas sa raison d'être. Donc, cette commission n'a pas sa raison d'être. Si la Cour des comptes a vu qu'il y a eu des malversations financières, elle a le droit d'intenter des actions judiciaires vis-à-vis des fautifs. Donc, il n'y a pas besoin de créer... Les supposés fautifs. Les fautifs ont été clairement désignés. Moi, je suis toujours dans la lecture de ces rapports qui sont volumineux, mais s'il y a création de cette commission, déjà, moi, je pense que ce n'est que gaspillage d'argent pour tout simplement payer les honoraires des auditeurs, gaspillage de papier par rapport à l'environnement pour faire le tirage de ces 10 rapports-là, par exemple des rapports qui font 200 et quelques pages en combien d'exemplaires, moi qui suis un protecteur de l'environnement, n'est-ce pas? Donc je pense qu'aujourd'hui, la question de la transparence et de la bonne gouvernance doit être une chose qui doit être vécue et non clamée. Je me rappelle en 2012, la deuxième alternance politique au Sénégal, M. Macky Sall disait qu'il nous faut une gestion sobre et vertueuse. Je suis désolé pour Mountaga, je vais encore lui lancer des pics. On se rend compte qu'il y a une gestion sombre et vicieuse au Sénégal. Sombre et vicieuse dans la mesure où quoi? Mais je suis un allié du président de la République. On m'épingle par rapport à un rapport, par exemple, je rappelle encore l'IGE et l'OFNAC que j'avais mis de côté. L'IGE et l'OFNAC m'épinglent. Le président met les dossiers sous les coudes. Et c'est lui-même qui l'avait dit. Certains dossiers, j'étais obligé de les passer sous les coudes. Quand on décide d'être un président de la République, qu'on est le chef suprême des armées, qu'on est le gardien de la Constitution, il nous faut y aller sans état d'âme pour le respect des règles. Aujourd'hui, s'il y a, par exemple, intervention d'un guide religieux pour un homme politique qui est dans les liens de la détention parce qu'il a fait une malversation financière, je pense que si on se plie à cette médiation-là, on a fait entorse à la loi. Cette loi doit être appliquée dans sa plus stricte vigueur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de deux poids, deux mesures, encore une fois. Comme on le dit tout à l'heure, les Sénégalais qui vivent dans des conditions précaires, pourquoi ils sont tout simplement là-bas alors que les religieux n'interviennent pas pour eux? Pourquoi, par exemple, monsieur Maître Assane Diomandia, qui est droit de l'homiste, avocat, ne va pas prendre les dossiers de ces personnes-là qui sont dans les liens de la détention, comme il l'avait dit, qui ont volé un poulet et qui sont là-bas depuis des années, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un respect strict des lois qui régissent la transparence et la bonne gouvernance. Et pas parce qu'on est un allié du président qu'on ne doit pas être inquiété, pas parce qu'on est de l'opposition qu'on doit vous inquiéter par rapport à vos rapports aux rapports qui vous accablent.
Moi, je pense aujourd'hui que les alliés du président ne sont pas du tout inquiétés. Il a fallu que l'affaire Bougazelli, que les gendarmes le prennent en flagrant délit, qu'il décide de démissionner de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des poursuites judiciaires. N'est-ce pas? Aujourd'hui, combien de personnes sont tout simplement au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar ou bien sont dans les sphères du pouvoir et sont accablés par des rapports et ils ne sont pas inquiets? Mais il y a aussi la démission du ministre Mame Mbaye Niang qui a été épinglé par, je pense bien, l'IGE, mais il a démissionné quand même. Il a démissionné, d'accord, démissionné. Est-ce qu'il s'est mis tout simplement à la disposition de la justice? Est-ce que cette même justice-là a intenté une action contre sa personne pour pouvoir enquêter et le mettre, par exemple, sous enquête judiciaire, C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Elle est où Awa Ndiaye qui a été épinglé du temps de Wade, n'est-ce pas? Le ministre Cheikh Oumar Anne, le docteur Cheikh Oumar Anne, épinglé par des rapports de l'OFNAC. Mais pourquoi il ne démissionne pas et se mettre à la disposition de la justice pour laver son honneur? Le culte de la démission aussi doit être une valeur qui doit être bien partagée par nos dirigeants. Je suis accablé par un rapport, je dois mettre à la disposition de la justice. C'est tout simplement renforcer la crédibilité de l'exécutif. Mettre à l'aise le président de la République. Exactement, je pense bien, c'est exactement ce qu'il devrait faire. Monsieur Fadiga, aujourd'hui, comme il l'a dit, je pense bien, le rapport a été transmis au président de la République il y a à peine une semaine, non? Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans... est-ce que vous êtes d'accord que le président crée une nouvelle commission dans le but de suivre ou évaluer les rapports qui lui sont transmis? Est-ce que ce n'est pas le moment de transmettre directement le dossier, comme l'a dit tout à l'heure M. Diop? Est-ce qu'il n'est pas le moment de transmettre directement les dossiers à la justice pour qu'elle fasse son travail quand même? Tout à fait. Vous savez, depuis 2012, le président Macky Sall prône une gouvernance sobre et vertueuse. En tout cas, il a dit c'est vicieux. Hein. Et lui, il ne parle pas de sobre et vicieux. Je pense que là-dessus aussi, je ne suis pas du tout d'accord. Cette commission a eu raison d'être créée pour plus pouvoir être en mesure de prendre en charge ces dossiers qui lui sont transmis. Je pense qu'il a déjà dit, il a été très clair par rapport à la question, il ne protégera personne. Tout à l'heure, il a dit que le président Macky Sall avait dit que certains dossiers, il a été obligé de mettre son coude dessus. Et je pense que ça, c'était par rapport aux gens qui disaient que les rapports ne visaient qu'à incarcérer les gens qui sont de l'opposition. Et il a eu à dire clairement que beaucoup d'opposants ont été épinglés et il a été obligé de poser son coude sur ces dossiers pour ne pas donner suite à certains dossiers. Et par rapport à cette question, je pense que la semaine passée, c'était le lundi, il a clairement signifié que beaucoup de managers sont en train de sont attirés devant la commission de discipline. Une chose est sûre, il n'y a pas eu de pub, il n'y a pas eu de médiatisation par rapport à ça, et tant mieux comme ça, parce que nous ne pouvons pas admettre que des pères de famille soient épinglés, des gens soient épinglés par rapport à de la corruption, par rapport à des dossiers bien définis, et qu'on se permet de médiatiser ou de faire de la pub par rapport à son manager qui ont été attirés devant la commission de discipline. Maintenant, une chose est sûre, que cela soit Cheikh Oumar Anne, que cela soit Mame Mbaye Niang, s'ils s'avèrent qu'ils sont coupables et que les choses qu'on les reproche est bien évident, il y a une évidence par rapport à ces choses qui lui sont reprochées, une chose est sûre, la justice sera appliquée dans toute sa rigueur. Quand est-ce que ça sera le cas? Est-ce que ça sera concernant le second mandat? Mais est-ce que la justice vraiment sera faite ou bien peut être faite si les dossiers ne sont pas transmis à la justice? Parce que les dossiers ne sont pas encore transmis à la justice. La justice plutôt n'a pas accès à ces dossiers-là parce que tout simplement, ils sont auprès du président, disons même dans les tiroirs du président. Bon, là-dessus, je ne pourrais pas dire que les dossiers sont dans les tiroirs du président. Vous savez, je ne suis pas juriste, mais au moins, comme le disait mon ami, on a notre opinion à donner par rapport à ces questions assez sensibles et bien définies. Et je pense que Cheikh Oumar Anne, il a porté plainte la semaine passée. J'ose espérer qu'il ira jusqu'au bout par rapport à sa plainte et qu'il se mettra à la disposition de la justice pour que justice puisse être faite, qu'il y ait éclaircissement par rapport à ces dossiers bien définis. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que depuis l'avènement de Macky Sall en 2012, il n'y a plus d'impunité au Sénégal par rapport aux deniers publics et que la justice sera appliquée dans toute sa rigueur et que tous ces gens qui ont eu à être cités dans ces différentes affaires seront traduits devant la justice au moment venu et que la justice et le droit sera dit concernant ces dossiers. Est-ce qu'on n'aurait pas tort quand même d'y croire dans la mesure où, en 2014, lorsque le président venait récemment au palais présidentiel, il disait qu'il y a 25 dignitaires de l'ancien régime qui seront poursuivis pour délit d'enrichissement illicite. Mais dans ce cas-là, il n'y a que Kani Wade qui a été inquiété d'ailleurs. De tout le reste, ils sont là, ils sont dans les rues, d'autres sont partis rejoindre le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui,
après ce fait-là, cet état des faits que vous ne pouvez pas nier, est-ce qu'on peut espérer qu'aujourd'hui, avec le nouveau rapport de la Cour des comptes, que les dossiers seront vraiment diligentés? En ce qui me concerne, je n'ai pas de doute là-dessus. Je sais que la justice sera appliquée dans toute sa rigueur par rapport à ces dossiers. Comme vous l'avez dit, par rapport à ces 25 dignitaires du PDS qui ont été épinglés, il a été très clair par rapport à ça qu'il a eu à passer, il n'a pas eu à donner de suite par rapport à certains dossiers bien définis. Karim Wade a été épinglé et je pense qu'il nous doit encore des centaines de milliards qu'il n'a pas encore versés. Et j'ose espérer quand il sera au Sénégal, il versera cet argent au risque d'être remis en prison, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ces dossiers connaîtront des suites? Je l'ai dit et je le répète, je n'ai pas de doute là-dessus. Et je pense que le président Macky Sall est de bonne foi, que la justice sera dite et que le droit sera appliqué par rapport à ces différents dossiers. Et je pense que si ce n'est cela, je ne peux pas m'avancer davantage dans ces dossiers qui sont pendants devant la justice. Mais aussi, il faudra reconnaître qu'il y a la présomption d'innocence. Ils sont supposés voler l'argent, ils sont supposés faire des détournements. Cela ne signifie pas qu'ils sont coupables à 100%. Il y a la présomption d'innocence. Donc laissons la justice faire son travail et que les choses vont s'éclaircir à temps voulu.